Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition d'Afro Entrepreneur sur UN Média, 52 minutes, comme vous savez, chaque semaine pour comprendre une thématique. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique devenir un puissant entrepreneur agricole de A à Z. Effectivement, nous parlons d'agriculture aujourd'hui dans cette émission. Et pour parler de ce domaine d'activité, nous déroulons le tapis rouge aujourd'hui à un agriculteur, un phénomène désormais au Cameroun avec son entreprise et toutes ses productions, Didier Pouga. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Romaric, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur ce charmant plateau. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Le décor planté dans cette émission, nous vous déroulerons les rubriques dans quelques instants, notamment à cœur ouvert, l'entretien direct avec notre invité, sans oublier la deuxième partie de cette émission qui sera signée par Mireille Silamine, qui viendra dans la séquence. Et si cela vous arrivait, que feriez-vous? On abordera avec vous dans ce pan d'émission d'une entreprise sud-africaine qui a fait échec à l'occasion de la venue du Covid-19 dans le domaine de l'agriculture. Effectivement, la charmante Laetitia Tiamo viendra en troisième partie pour le jardin secret. L'instant motivation sera donné par notre coach Ted Ngelemo qui est en Allemagne. Et naturellement, nous sortirons de cette émission par les perspectives. Ce sera une sorte du 3 contre 1 où il sera question pour nous de vous questionner afin de comprendre où est-ce que vous voulez amener vos projets et vos entreprises dans les 5 voire les 10 prochaines années. On en parle dans quelques instants. Le temps pour nous d'observer cette transition. On se retrouve juste derrière pour la première halte de cette émission. C'est à cœur ouvert. C'est l'entretien direct. De retour sur ce plateau pour la première partie de cet entretien, à cœur ouvert. C'est un échange de pratiquement 20 minutes que nous aurions dans cette séquence Didier Pouga. Je rappelle aux téléspectateurs et aux internautes qui nous suivent que vous êtes non seulement entrepreneur, mais également que vous êtes responsable de l'entreprise Pouga Serviçal. C'est une entreprise qui n'a pas beaucoup d'années d'existence, mais qui au Cameroun fait déjà ses preuves dans le domaine de l'agriculture. Et aujourd'hui, à vous seul, vous détenez pas mal d'hectares, plusieurs hectares, notamment de plantains, d'ananas, de ndolé et bien d'autres produits dans l'agriculture. Alors, pourquoi le choix de l'agriculture pour se lancer dans l'entrepreneuriat et pas un autre secteur d'activité, peut-être comme l'informatique ou bien un autre domaine? Pourquoi l'agriculture? Alors, il faut dire qu'à la base, un entrepreneur doit saisir les opportunités. Oui. Et c'est visible de tous qu'ici au Cameroun, le secteur agricole est carrément délaissé. Et voilà, nous avons une flambée des prix des produits agro-pastoraux sur le marché, ce qui m'a motivé à me lancer dans cette agriculture-là. Parce qu'il faut dire également que je suis à la base bien formé, suffisamment formé, pour avoir travaillé sur de gros projets. Quelle est votre formation à la base pour planter déjà le décor auprès des téléspectateurs? Vous avez reçu quelle formation à la base dans ce domaine? En réalité, je suis formé en gestion d'entreprise. Oui. Et je me retrouve dans l'agriculture, ce n'est pas par hasard. Parce que j'ai travaillé dans une structure, comme je vous le disais. J'ai conduit des travaux et puis voilà, du jour au lendemain, je suis tombé amoureux de l'agriculture. Parce qu'en évoluant dans cette structure-là, j'étais déjà en train de voir qu'il y avait quand même une possibilité de pouvoir voilà, me lancer personnellement. Là, c'est quand j'avais déjà pratiquement 3 ans dans cette boîte-là. Et voilà, j'ai créé cette entreprise aujourd'hui et tout marche bien. Alors, se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine agricole, n'est pas la chose la plus facile ou alors la plus aisée parce que vous étiez peut-être dans une entreprise, mais après, il a fallu que vous puissiez avoir des terres que vous devez mettre à disposition, sur lesquelles vous devez planter un certain nombre de produits. Comment vous avez fait pour avoir tout cela? D'où est venue la solution miracle? D'accord. Il faut dire que si la question m'avait été posée en off, je n'aurais pas dit vrai. Oui. Mais je vais vous dire honnêtement, c'est vrai que peu de personnes le savent, peu de gens le savent. Quand j'ai lancé ce projet en agriculture, il faut d'abord les terres. Oui. C'est la toute première ressource à avoir. Il faut d'abord les terres. Maintenant, pour les avoir, il faut de l'argent. Absolument. Et vous voyez, quand on lance une entreprise, un projet, il n'y a pas forcément de l'argent. Il y a la connaissance, il y a une équipe même qui est prête à vous accompagner sans argent. Donc voilà, honnêtement, ce que j'ai fait, j'ai dû vendre tout ce que j'avais. C'est assez surprenant. J'ai vendu pratiquement tout ce que j'avais parce que j'avais besoin d'1 million de francs. Donc, j'ai vidé carrément toute ma maison et j'ai, je crois, 700 et poussières de 1000. Je me suis rendu du côté des DA et j'ai commencé à acquérir 3 hectares de foncier que j'ai fait défricher, j'ai fait abattre. Et puis, nous avons commencé tout doucement
à mettre sur pied une plantation de bananiers plantains sur les 3 hectares. Est-ce que c'était pas trop risqué de votre part de tout vendre, de tout abandonner pour aller vous jeter dans un projet comme celui-là sans être sûr que demain vous aurez une rentabilité à 100%? Non, pour moi, ce n'était pas risqué. Au contraire, je savais où j'allais, je savais que c'était le départ qu'il fallait. Donc, ce n'était pas risqué. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes passés de 3 hectares au début à pratiquement 85-86 hectares à ce jour. Pour vous seul? Oui. Et sur lesquels vos produits sortent constamment? Oui. Peut-être hebdomadairement ou mensuellement? Depuis 3 ans, bien entendu, parce que nous existons depuis 2019. Et les plus de 80 hectares, c'est à EDA toujours, ou bien il y en a dans d'autres villes du Cameroun? Voilà, nous avons le plus grand site déjà de production, de plantation de bananiers plantains qui est à EDA. Nous avons là-bas pratiquement 50 hectares. Nous avons également un site du côté de Ndokama, c'est dans la région dans le département d'Unkam, autant pour moi. Et nous avons un autre site à Lobadjek. Lobadjek, c'est dans la zone de la Dibamba. Et vous, comment est-ce que vous réussissez à suivre tous ces travaux, tous ces chantiers? Comment vous faites? Comment vous vous organisez? J'ai déjà la chance qu'au départ, comme je vous l'ai dit, je suis un gestionnaire. Et un gestionnaire, ça délègue les tâches. Parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Maintenant, j'ai également la chance que j'ai travaillé sur ce type de projet pendant plusieurs années et dans une structure qui faisait exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Donc voilà, une fois qu'on a ces 2 éléments, je me suis entouré de personnes qui sont capables de pouvoir également porter le projet de façon individuelle. Donc, sur tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons un responsable de culture qui est un ancien de la PHP, qui a été débauché et il assure voilà, le suivi de tout ce que nous avons comme plantation. Nous avons également du côté de Mbanga un site de production où nous élevons les poulets de chair, le poisson, nous produisons du champignon et nous sommes en train de vouloir également lancer une culture de légumes bio. Donc là, sur ce projet également, nous avons quelqu'un. Et voilà, c'est comme ça, dans toutes ces unités-là, nous avons des gens qui pilotent le projet. Alors aujourd'hui, c'est très facile. Il y en a qui ont des hectares, qui ont beaucoup de terres. Mais quelle est la première démarche à mener lorsqu'on a une terre pour connaître effectivement le type de produit qui peut prospérer sur cette terre? C'est quoi la démarche? Ok, merci de la question. En fait, la toute première étape dans un projet agricole, c'est l'analyse des sols. Oui. Comment ça se fait? Comment se fait l'analyse des sols? Bon, on peut le faire de façon physique, c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements à certains endroits dans le site. Ça nous permet de déterminer la quantité de sable, de gravier, d'humus, voyez-vous. Et on peut également le faire avec des appareils spécialisés. Mais bon, nous, on le fait comme ça, on sait ce qui va... on peut déterminer un sol limono-sablonneux, on peut déterminer un sol argileux et tout et tout. Donc, de façon physique, c'est faisable. Mais je dis c'est extrêmement important de le faire parce que c'est effectivement ça qui nous permet de déterminer quelles sont les cultures qui seraient rentables sur ce type de sol. Parce que tous les sols n'ont pas les mêmes textures et structures. Mais comment vous parvenez à détecter cela? Est-ce que vous avez une équipe d'ingénieurs, par exemple, qui descendent sur le terrain avec vous, question de faire des prélèvements et savoir que sur ce type de sol peuvent prospérer, par exemple, les bananes plantains, ou alors peuvent prospérer du ndolé ou quoi que ce soit? Comment vous faites dans votre cas de figure? Nous avons une équipe, justement, et moi-même également, il faut préciser qu'au départ, je le faisais tout seul. Je faisais tout seul parce que j'étais seul, mais maintenant, au fur et à mesure, je me fais accompagner des personnes qui peuvent également apporter une pierre à l'édifice. Alors, justement, en 2013, au Cameroun, le secteur représentait pas moins de 22,9% du PIB du pays et employait, jusqu'à ce jour, on le dit, c'est pratiquement le plus grand employeur du Cameroun, environ 62% de la population active. Est-ce que le fait d'avoir un projet agricole et vous êtes seul peut vous permettre d'aller au-delà, je veux dire, de vos attentes réelles pour pouvoir glaner un certain nombre de ressources financières, ou bien vous devez vous entourer d'une équipe assez forte et suffisamment dense pour porter tous ces produits? En fait, déjà, je ne suis pas tout seul. Ça, il faut le savoir. C'est justement par là où je voulais passer. Je ne suis pas tout seul parce qu'on n'est jamais seul dans un projet. Il y a toute une équipe. Ça veut dire que même si je ne suis pas là, la preuve, c'est que je suis ici chez vous aujourd'hui, mais il y a des gens de gauche à droite qui sont en train de travailler. Donc, il y a toute une équipe qui, voilà, au quotidien, porte le projet.
Et Votre équipe est constituée de combien de personnes environ? Sur chaque projet, vous pouvez mettre combien de personnes pour pouvoir le porter et le maintenir si bien comme vos activités se portent en ce moment? alors, si je voudrais vous parler de l'équipe que constitue notre projet, je ne vais que vous parler de l'équipe permanente. Donc là, nous avons exactement 11 personnes, mais nous fonctionnons beaucoup plus avec la main-d'œuvre temporaire. Donc au fur et à mesure, ça dépend des besoins. Donc les chefs de culture sur place peuvent estimer qu'il faut 5, 10, 15 personnes pour des tâches précises. Et au quotidien, c'est ce qu'on fait. Alors pourquoi le secteur de la banane, par exemple, attire beaucoup d'agriculteurs? Pourquoi ce secteur? Pourquoi c'est un secteur qui semble avoir de l'ascendant au Cameroun? Parce que en dehors de vous, on a la PHP, par exemple, Njombe Pendia, qui est une grosse mastodonte qui produit de la banane pour exporter du Cameroun vers l'étranger. Pourquoi c'est un secteur qui attire beaucoup d'entrepreneurs agricoles? Je vais vous surprendre, Romaric. Il faut dire qu'au Cameroun, la culture de la banane plantain est l'une des cultures les plus faciles à mener. Alors, ça fait en sorte que tous les agriculteurs, je parle des agriculteurs que nous avons un peu de partout dans nos villages, partout là, ils s'y lancent parce que c'est facile. Donc maintenant, il y a un réel problème à ce niveau-là parce qu'ils se limitent à la production. Oui. Donc, quand on se limite à la production, on ne pense pas à la transformation ou à la commercialisation. Ça reste un grand problème. Et c'est pourquoi nous sommes en train de mettre sur pied des structures de transformation, non seulement pour transformer nos produits, mais également pour former, pour amener les agriculteurs à pouvoir également transformer eux-mêmes. Mais justement, ça va être l'objet de ma prochaine question. Comment allez-vous faire pour faire face à la concurrence des grosses entreprises qui sont des poids lourds en matière de production, contrairement à vous qui sortez encore un tout petit peu de l'ordinaire? Comment vous allez faire? C'est vrai que d'entrée de jeu, quand on regarde nos réalisations, on a l'impression que nous sommes concurrents. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas concurrents parce que nous n'avons pas le même projet, nous n'avons pas les mêmes missions. Voyez-vous, les grandes entreprises que vous citez font beaucoup plus dans l'exportation. Et nous, par exemple, notre mission est justement de participer à nourrir les Camerounais. Voyez-vous, nous ne pensons pas à l'exportation parce que nous savons qu'il y a encore ce réel problème ici au Cameroun où l'offre est inférieure à la demande. Et c'est ce gap-là que nous nous évertuons à combler. Alors, prenons un cas de figure très simple. Je suis un jeune Camerounais, porteur d'un projet agricole. Je vais produire de la banane plantain au Cameroun. J'ai peut-être 15 hectares de terre sur lesquels je peux planter ma banane et attendre une production. Si je dois m'y investir comme entrepreneur, comment on va? Vous avez déjà expliqué le processus sur comment planter, sonder la terre pour savoir si la terre est propice. Mais ensuite, lorsque la banane plantain est produite, comment est-ce que je récolte? Où est-ce que je vais écouler? Et comment je transforme? D'accord. Voilà. Il y a ce réel problème-là. Mais maintenant, parce que voilà, on doit parler de formation déjà. Oui. On doit parler de formation. Les agriculteurs ne sont pas formés à pouvoir transformer et à pouvoir commercialiser. Parce que je reçois des gens qui viennent vers nous, et ça c'est à longueur de journée, ça je vous le dis, je vous l'assure, des producteurs qui nous appellent de venir à la rescousse, ils ont produit, ils n'arrivent pas à commercialiser, et puis donc il y a ce problème-là à résoudre. Maintenant, la résolution de ce problème passe par la transformation, ça passe par la commercialisation, et tout cela dépend d'une formation qu'ils doivent tous, bien entendu, bénéficier. Et je vous dis en passant, c'est ce que nous faisons au quotidien, ça je vous l'ai déjà dit. Dans toutes nos structures, nous offrons des formations gratuites. Nous offrons des formations gratuites parce que moi, personnellement, je sais qu'il est nécessaire d'avoir ces formations-là. Sinon, on va toujours être débordé, saturé des appels des agriculteurs qui nous disent qu'ils ont la production, mais ils ne savent pas où commercialiser. Alors, mais vous, par exemple, où est-ce que vous commercialisez vos produits? Ou bien c'est un secret de Polichinelle? Non, ce n'est pas un secret. Si c'était un secret, on ne serait pas présent sur les réseaux sociaux et partout. Donc, en fait, à l'heure où je vous parle, nous sommes à la 3e étape de notre projet. Parce que notre projet, c'est en 3 étapes en réalité. Donc, il y a la production, il y a la transformation et il y a la commercialisation.
Donc, pendant 2 ans, nous avons mis sur pied des plantations qui sont déjà prêtes à ce jour. C'est la raison pour laquelle commercialiser nos produits, pour nous, c'est à travers une chaîne de restaurants qu'on va avoir dans le pays. Donc, la première est en chantier à IDEA. Donc, d'ici pratiquement 3 semaines, nous allons avoir un restaurant où des Camerounais peuvent consommer les produits de nos terres et à moindre coût. Si je comprends bien, vous êtes producteur, vous êtes transformateur et ensuite vous êtes commerçant de vos propres produits. Oui, justement. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait parce qu'il faut carrément éliminer toute la chaîne d'intermédiaires qu'il y a parfois entre le producteur et le consommateur final. Voyez-vous, si nous produisons un poulet en 45 jours à pratiquement 2000 francs, 2100 francs, donc il est question de... C'est un exemple, hein, il est question de vendre un quart de poulet à 1000 francs au consommateur. Je crois que tout le monde ici sait qu'un quart de poulet à 1000 francs, ça n'existe pas encore. Absolument. Dans nos restaurants, mais chez nous, ça va exister parce que notre projet, notre mission est de participer à nourrir les Camerounais. Alors, quels sont les produits aujourd'hui dans le domaine agricole sur lesquels, si un jeune Camerounais porteur de projets agricoles se lance, il est sûr d'avoir une rentabilité directe pour ses ressources financières? Je dirais tous les produits qu'on connaît. En fait, quand je dis qu'on connaît... On peut les lister, voilà, pouvez les oui. lister. Quand je dis qu'on connaît, je parle là des produits tels que le plantain, Oui. l'igname, le macabo, la pastèque, la tomate, le piment et tout. Quand je dis qu'on connaît... Le piment. Oui, voilà. D'accord. Quand je dis qu'on connaît, c'est parce qu'il y a des frères qui veulent se lancer dans des cultures seulement parce qu'ils aiment ces cultures-là. Il y a des gens qui viennent me parler de fraises, par exemple. Quand vous n'avez pas un marché sur les fraises, ne vous lancez pas. Parce qu'il vous sera très difficile de commercialiser ce produit. C'est commercialisable habituellement dans des grandes surfaces. Maintenant, est-ce que ces producteurs-là auront tous les papiers nécessaires, ce qui n'est pas évident pour eux? Est-ce qu'ils auront tous les papiers nécessaires pour entrer en contrat avec ces grandes structures-là? C'est la raison pour laquelle on doit produire simplement plantain, igname, comme je vous l'ai dit, et parce que ça se vend tranquillement au marché, tranquillement et à tout moment. Alors, vous aussi, je suppose que vous avez traversé, et que vous traversez en ce moment la crise de Covid-19. Comment avez-vous fait pour tenir, depuis le début du Covid-19 jusqu'à aujourd'hui, comment faites-vous pour tenir aussi bien dans vos plantations, avec vos effectifs, qu'avec les chaînes de restaurants dont vous êtes en train de lancer en ce moment? D'accord. Je précise qu'avant de lancer notre chaîne de restaurants, dont le premier est en train d'être ouvert à IDEA, nous avons commencé par faire ce qu'on appelle un test de produit. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir le projet final, nous avons commencé à commercialiser par exemple les poulets déjà nettoyés. Ok. Oui. Donc nous l'avons fait, nous avons commencé à commercialiser le champignon en kilos et il était question d'avoir déjà d'abord le retour. Le retour de tous ceux qui ont eu à acheter nos produits. Et voilà, si je vous dis que nous avons lancé le projet de restauration, ça veut dire que les retours ont été bons. Donc voilà de façon globale comment est-ce qu'on a un peu procédé. Mais maintenant, pour revenir à votre question, je vais vous dire que, là je vais vous surprendre. Pour moi, je souhaiterais même que le coronavirus revienne sur au moins 5 ans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à cette période, nous avons fait pratiquement le double de nos ventes. Un peu surprenant. Oui, un peu surprenant parce que, vous voyez, ceux qui vendaient au marché les poulets sur pied, par exemple, tout le monde avait peur de s'y rendre. Parce que dans les marchés, c'est touffu, il y a du monde. Mais nous avions opté pour la vente directe. C'est-à-dire que nous avons fait une communication où des gens savaient qu'ils pouvaient être livrés chez eux à la maison. Et je parle là du coût. OK? Mais finalement, ça nous a permis de vendre beaucoup plus. Parce qu'un entrepreneur, c'est ça. Il doit s'adapter à... Même si ça ne nous a pas touché directement, mais nous avons également fait comme tout le monde. Il y a le Covid, on ne peut plus vous vendre le kilo du poulet à 1700. On va le vendre on l'a vendu à 2500. Oui. Mais et les gens achetaient? Oui, mais les gens achetaient. Et nous avons même pratiquement doublé la production parce qu'il faut dire qu'à ce moment, comme je vous l'ai dit, nos ventes ont doublé. Alors, c'est un domaine dans lequel les activités vont généralement en dents de scie. Alors, tout à l'heure, dans quelques instants, nous allons prendre une rubrique et une séquence. Et si cela vous arrivait, que feriez-vous? Vous allez suivre de Mireille Silabine l'exemple d'une entreprise sud-africaine qui, à cause du confinement en Afrique du Sud, est passée de mastodonte dans le domaine de l'agriculture
a pratiquement le damné de la terre dans cet univers. On en parle dans quelques instants, juste après cette pause. Mireille Silabine, bonsoir. Bonsoir Omar. Merci d'être avec nous. Une fois de plus, nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Je remarque que vous avez changé de lunettes. Non, le plaisir est le mien. Oui, changer de lunettes, juste parce que c'est la routine avec des problèmes des yeux. Bah écoutez, vous êtes ravissante. Et face à vous, on a également un ravissant entrepreneur qui est non seulement entrepreneur, mais également responsable de l'entreprise Pouga Service Salle, une entreprise spécialisée dans l'agriculture. Et avec vous, aujourd'hui, on aborde la séquence. Et si cela vous arrivait, que feriez-vous? Et vous nous parlez d'une entreprise sud-africaine qui a fait faillite à l'occasion du Covid-19. Merci beaucoup Romaric. Bonjour Monsieur Pouga. Bonjour Mireille. Félicitations pour votre succès jusqu'à ce moment dans votre secteur d'activité. Merci. C'est très rare de voir un jeune comme vous qui se lance dans la boue, qui se lance dans les odeurs et tout ce qu'il y a de désagréable dans le secteur agricole. Donc, il faut dire que c'est par passion que je le fais. Donc je ne vois pas toutes ces difficultés, je ne vois pas la boue, je ne vois pas les déconvenus. C'est par passion que je le fais et moi ça me plaît. D'accord. Donc du coup ça nous plaît aussi Romaric. Okay. Hein. Avant de rentrer dans le vif du sujet, M. Pouga, est-ce que vous connaissez la FASA, la faculté des sciences agricoles de l'Université de Tchang? Oui, bien sûr. Est-ce que vous employez des étudiants sortis de cette faculté? Au jour d'aujourd'hui, les stagiaires beaucoup plus. Pourquoi des stagiaires et pas des techniciens confirmés? Pas les techniciens confirmés parce que, vous savez, nous prenons ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, qui peuvent justement encadrer ces jeunes qui viennent de sortir des écoles. C'est pourquoi je dis nous prenons des stagiaires parce qu'ils doivent venir apprendre de ceux qui ont beaucoup plus d'expérience qu'eux. D'accord. Et quel est le plus gros risque auquel vous avez déjà eu à faire face depuis que vous avez commencé? Le plus gros risque, je dirais, c'est, vous voyez, quand on est sur un tel projet, il faudrait constituer une équipe. Et parfois, ce n'est pas toujours ça. Vous savez, l'agriculture, c'est un secteur d'activité qui demande beaucoup d'argent. Et quand on parle d'argent, il faut faire attention à la gestion. Donc, moi personnellement, j'ai beaucoup plus eu un souci avec les personnes ressources dès le début. Les personnes ressources, donc voilà ces personnes qui étaient censées accompagner les projets, surtout au départ. Et j'ose vous dire que ça n'a pas été chose facile, mais en 3 ans, quand même, on a réussi au moins à trouver des personnes avec qui on peut avancer. Donc, pour moi, ça reste un énorme risque. Parce que confier un projet, confier de l'argent, pour moi, c'est le plus gros risque. Le reste, pour moi, ce n'est pas vraiment un risque. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des plus grosses conséquences que vous avez eu à subir à cause de cette situation? Voilà. Je vous dirais, par exemple, que, voyez-vous, l'agriculture répond à un calendrier. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour défricher, un moment pour abattre les arbres, un moment pour nettoyer, un moment pour préparer les mises en culture. Maintenant, j'ai eu des collaborateurs qui ne l'ont pas compris ainsi et à qui j'ai confié des tâches. Nous avons accusé un très grand retard sur une extension à l'époque de 12 hectares. Quand on parle de 12 hectares, si vous faites 12 hectares fois 1,5 million, vous êtes à plus de 15-16 millions. OK? Donc, voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous n'avez pas respecté le calendrier, il faut dépenser beaucoup plus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas défriché au bon moment, et vous n'avez pas abattu au bon moment, vous n'allez pas brûler en février. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut solliciter les engins qui vont venir tout bousculer. Et c'est beaucoup d'argent. Ah, j'imagine les pertes. Voilà, hein. c'est ça. Ok. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que la Covid a été un avantage pour vous. Malheureusement, pour cette entreprise sud-africaine, Edcon, qui était jusqu'à mars 2020 leader dans la distribution des produits agroalimentaires. Mais entre mars et mai 2020, cette entreprise a complètement tout perdu. Les pertes se chiffrent à peu près à 106 000 $, avec des investisseurs à rembourser et des dettes de gauche à droite. Et si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que vous feriez? Si ça nous arrivait, déjà, vous me demandez là de me substituer aux dirigeants de cette entreprise. Bon, mais avant cela, j'aimerais que ceux qui nous suivent
sache que quand on monte un projet, il y a une rubrique importante qui est la gestion des risques. C'est-à-dire qu'il faut identifier quels peuvent être les différents risques demain qui vont nous empêcher de continuer. Et malheureusement, certaines structures ne font pas vraiment cas de cette rubrique-là. Donc, je donnais juste un conseil à ceux qui nous suivent, qu'il faut s'appuyer là-dessus et prévoir. Parce que gérer, c'est prévoir, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, maintenant, si c'est moi qui étais à la tête de cette entreprise, j'ose croire que c'est une entreprise qui avait pratiquement plus de 100 points de vente. Et ils avaient une chaîne de 110 magasins okay. Et à peu près 14 000 employés à travers le voilà, pays. Justement, avec 14 000 employés. Et il n'y a pas une méthode mécanique de fonctionnement quand on fait face à une crise. Mais je crois que les choses les plus basiques à faire, c'est déjà de commencer par voir quels sont les points de vente les moins rentables. Et puis, quand on les a identifiés, il faut les fermer simplement. Il faut réduire déjà les charges. Il faut également réduire le personnel. On reste avec le personnel nécessaire. OK? Donc, on peut passer de 14 000 à, je sais pas, à la moitié et tout. Parce que tant qu'on n'a pas réduit les charges, même les appuis financiers qui peuvent venir pour restructurer l'entreprise ne vont pas aider. Donc, de façon mécanique, moi, je devais simplement penser à réduire les charges salariales et puis les charges de loyer et consorts, tout ça. Est-ce que ce ne serait pas un aveu d'échec? Pourquoi est-ce que vous ne penseriez pas plutôt à mettre sur pied une stratégie pour relever celle de vos filiales qui sont défaillantes? Nous connaissons déjà la cause de ce qui a poussé cette entreprise-là à frôler le sol. Vous avez parlé du coronavirus. Et en cette période-là, ce n'est pas évident d'avoir une stratégie qui va pouvoir... Il faut automatiquement commencer déjà par réduire les dépenses. C'est la première des choses. Il faut commencer par réduire les dépenses et en espérant qu'on puisse sortir de cette pandémie le plus tôt possible. Donc, il n'y a pas de formule mathématique qui va nous permettre de sortir de là. Du moins, ça, c'est de mon avis. D'accord, M. Pouga. J'aimerais quand même savoir, pour vous, à votre niveau, si ce n'est pas un secret, bien sûr, quelle est votre stratégie pour mitiger les risques dans votre secteur d'activité? Voilà. Je vais commencer déjà par vous citer quels sont les risques de notre activité. En entrepreneuriat agricole, en agriculture, les risques sont plusieurs. Bon, mais je peux vous en donner 3. D'accord. OK. Donc, le premier risque, c'est beaucoup plus les attaques des plantations. C'est-à-dire les attaques... C'est-à-dire, vous avez fait 12-10 hectares de bananiers plantains, vous avez mis pratiquement 15 millions de francs et vous n'avez vous-même pas la compétence de pouvoir suivre ce projet, mais vous allez déléguer. Donc, ça devient compliqué parce que si vous déléguez une tâche que vous-même vous ne comprenez pas, c'est très compliqué. OK? Donc, les premières mesures à prendre sont les traitements préventifs. C'est-à-dire c'est la voie de contournement de ces attaques-là. Quand je parle d'attaques, il y a les attaques des insectes, il y a les nématodes. Les nématodes, ce sont les chenilles, ce sont les escargots. Oui. OK. Il y a également les attaques au niveau racinaire des plantes. Là, je parle beaucoup plus de bananiers plantains. Donc, il y a des charançons qui vont venir détruire toute la partie inférieure de la plante et ça va empêcher le développement. Donc, ça veut dire que pour contourner tout ça, il faut avoir des traitements préventifs. Il ne faut pas attendre d'observer que les feuilles sont en train de jaunir pour voir si ce sont les insectes ou pas. Donc, un traitement préventif nous garantit déjà la réussite de notre projet. À côté de cela, je vous prends un autre exemple. Plusieurs agriculteurs à ce jour se retrouvent dans des situations pas vraiment recommandables à la fin parce qu'ils ont fait des champs, ils ont fait des plantations dans des endroits inaccessibles. C'est la raison pour laquelle ceux qui nous suivent savent que chaque fois que nous avons un foncier quelque part, nous commençons déjà par tracer les voies d'accès. Parce qu'il faut pouvoir sortir les produits à tout moment. Absolument. OK. Maintenant, quand on parle de sortir des produits, il ne faut pas seulement avoir fait des routes. Je vous prends le cas de l'ananas. Parce que plein de personnes se sont lancées dans cette culture et ils ont abandonné. Pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné? Parce qu'en réalité, quand vous voulez sortir une récolte d'ananas, rassurez-vous, avant la récolte, avant la coupe,
que le véhicule qui va transporter cette production-là soit déjà là, sur le site. Ça veut dire que dès qu'on coupe, on charge immédiatement. C'est pour empêcher, par exemple, une éventuelle pluie. Parce que s'il commence à pleuvoir, il faut laisser les plantes, il ne faut pas les récolter. Je parle des fruits, il ne faut pas les récolter. Parce que si vous récoltez, vous déposez, il pleut dessus. Le produit commence à perdre sa valeur. L'ananas, je ne sais pas si vous le savez, ça ne supporte pas le soleil, ça ne supporte pas la pluie. Non, ça, je ne savais pas. Voilà, ok. C'est une information que je vous donne. Si merci. jamais vous allez vous lancer demain dans la culture de l'ananas, prenez vraiment très au sérieux ce que je suis en train de vous dire. C'est qui est sûr, c'est que j'aimerais vous avoir consultant parce que vous D'accord. êtes très calé dans votre domaine. Ok, merci beaucoup. Super. Merci infiniment Mireille Silabine pour cette séquence. Merci aussi à vous, Monsieur Pouga. Que faites-vous généralement? Que donnez-vous à votre épouse lorsqu'elle est fâchée contre vous? Waouh, je ne m'attendais pas à cette question, mais je sais qu'elle est en train de nous suivre et puis je vais devoir vous dire vrai. Oui. Donc, il faut dire que j'ai quand même eu la chance parce que je suis régulièrement en train d'apprendre. J'apprends de ceux qui sont beaucoup plus expérimentés. Et ce que j'ai eu à apprendre avant de me marier, c'est que la femme, il faut la flatter tout le temps. Oui, il faut toujours la flatter. Et il faut identifier ce qu'elle aime, les personnes qu'elle aime, et vous passez par là pour résoudre ce genre de cas. C'est-à-dire que quand elle est fâchée, parce que ça arrive, hein, Oui. donc la mienne, par exemple, a sa maman qu'elle aime beaucoup, elle a sa jeune sœur, Victoire, qu'elle aime également beaucoup. Et puis, pour réussir à ramener un peu la paix à la maison, je passe Vous passez par habituellement par cette... Non, je passe pas. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est-à-dire, je peux rentrer un soir, je lui dis, est-ce que tu as appelé maman? Non, mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas appelé? Tu sais, moi, je n'ai pas le temps et tout et tout. Bon, je crois qu'il faut qu'on lui donne un coup de main. Voilà 50, voilà 100 000. Si tu peux lui faire par Orange Money. Et ça marche. Et ça pèse le cœur de votre femme? Oui. D'accord. Je pose cette question parce que nous allons entrer dans votre jardin secret, savoir ce que vous faites en dehors de vos multiples heures de travaux et également en dehors de vos multiples chantiers que vous avez dans l'ensemble du pays. On en parle dans quelques instants avec Laetitia Tsamo. Incursion à l'instant dans le jardin secret de Didier Pouga, notre invité de cette semaine avec Laetitia Tsamo. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Romaric. Merci d'être là. Merci. Je vous le laisse pour une dizaine de minutes. Merci Romaric. Alors bonsoir à vous Monsieur Didier Pouga. Bonsoir Laetitia. Alors Monsieur Didier Pouga, si on vous donnait la possibilité de remonter une période de votre adolescence, quelle est la période que vous choisiriez et pourquoi? Pour être honnête, je choisirais forcément la période d'avant 7 ans. Parce que c'est une période où j'étais quand même... j'avais tout ce que je voulais. Puis je ne réfléchissais pas en tout cas. J'ose croire qu'à cet âge-là, on ne réfléchit pas. C'est pourquoi je le dis. Parce que je ne peux pas garder tout ce que je faisais en mémoire. Mais au moins, c'est une période dans laquelle on ne réfléchit vraiment pas. Tout vient comme ça, tout seul. Et pour moi, c'est ça. Donc ça veut dire que vous avez grandi avec vos parents et tout ce que vous demandiez, les parents, c'était un béni oui-oui. Oui, il faut dire que j'ai eu mon premier jeune frère quand j'avais 18 ans. Donc j'ai eu tout le temps d'être choyé. Et voilà, c'est ça. Donc avec votre entourage, jusqu'à aujourd'hui, quelle est la meilleure chose, quel est le meilleur conseil que vous gardez de vos parents, de peut-être vos grands-parents qui vous ont peut-être inculqué une certaine éducation? Quelle est la meilleure chose que vous gardez aujourd'hui? Ok, la meilleure chose que je garde aujourd'hui, c'est un conseil de mon grand-père qui est encore vivant. Il a presque 90 ans. Wow. Il est à Sac-Bahemi. Et s'il me regarde, j'aimerais bien lui dire bonjour. À ce meilleure année. D'accord. Ok, donc en fait, j'ai été tellement proche de mon grand-père. Déjà, je porte son nom pour la petite histoire. Je m'appelle Pouga. Il s'appelle Pouga. Lui, c'est Pouga Félix. Donc, voilà. Et il m'a tellement aimé, comme je vous le disais, en tant que tout premier petit-fils. Et je l'ai également été bien longtemps. Et il ne cessait de me dire à un certain âge que tu vas grandir demain. La vie n'est pas facile parce que, en fait, au départ, tout semblait facile pour moi. Donc, quand tu grandiras demain et que tu vas voler de tes propres ailes, pense toujours à faire avec ce que tu as.
ne songe jamais à prendre un raccourci, à tremper la main et tout. Donc, voilà un conseil avec lequel je vis au quotidien. Et pour moi, c'est le meilleur. Super. Monsieur Fouga, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la vie? Vous êtes un agriculteur, certes, mais en dehors de vos activités, qu'est-ce qui vous passionne? Je dirais que ce qui me passionne réellement, c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que c'est ça qui me passionne. Je n'ai pas deux choses. Il n'y a que ça. Donc, je ne vis que pour ça. Et maintenant, quand je ne suis pas en train de réfléchir en ce qui concerne mes activités, je passe beaucoup plus de temps avec mon téléphone sur Internet ou alors sur ma machine à regarder les vidéos, à écouter les contenus. Je parle peut-être du cas de Ulrich Guingamp, je parle du docteur Claudel Noubissier. Curieusement, Claudel Noubissier, je ne l'ai jamais vu, mais il faut dire que ses vidéos m'ont construit. Ces vidéos m'ont tellement construit. Donc voilà, je cherche régulièrement les contenus parce que je dois m'édifier à tout moment. J'aime bien la lecture, mais je n'ai pas le temps de lire. Je préfère écouter les vidéos, ça me construit. Et ça aussi, je peux retransmettre. En termes de lecture, il y a des livres audio. Même si vous n'avez pas le temps de lire, je pense que vous pouvez peut-être télécharger des livres audio et puis ça vous mettez vos écouteurs là dans vos oreilles et puis voilà, vous vous instruisez au fur et à mesure. Ça, c'est un autre point quand même pour vous qui n'avez pas le temps de lire, je propose. Oui, ça, je l'ai déjà fait. Mais il faut dire, je vais vous dire, j'ai pratiquement une quinzaine de livres audio et depuis là, j'ai écouté un seul, Sun Tzu, l'art de la guerre. Parce qu'il faut dire que même quand on est en déplacement, parfois le téléphone sonne, ça change tout et voilà, il y a tellement de choses. Même pour écouter ces livres audio-là, il faut avoir du temps, il faut être calme. Le véhicule parfois n'est pas le lieu indiqué pour écouter ces livres audio. Ok, super. Merci de votre sincérité, monsieur Didier Fouga. Merci à toi également, Laetitia. Merci également, Laetitia Tsamo, pour cette séquence. Merci aussi de vous être prêté au jeu, Didier. Alors, moi, mes questions sont très simples pour sortir de cette séquence. Avez-vous déjà rencontré une autre femme en dehors de la vôtre depuis que vous êtes marié? Oui, je rencontre les femmes au quotidien. Oui, je veux dire, avez-vous déjà passé un peu de temps avec une autre femme en dehors de la vôtre? Donc, vous voulez savoir si j'ai eu... Je n'ai pas dit tromper votre femme, j'ai dit, est-ce que vous avez eu à passer quelque temps, même légèrement d'intimité avec une autre femme en dehors de la vôtre? En toute honnêteté. Oui. Oui. D'accord. Et qu'avez-vous ressenti après cela? Est-ce que vous vous êtes senti souillé ou bien vous vous êtes senti mieux? Un 100% de culpabilité. D'accord. Votre femme est-elle au courant? Oui. Comment a-t-elle réagi? Bon, elle a pris ça comme ça et puis elle a compris que... Parce qu'il faut dire que nous avons à un moment donné traversé une période un creux. Oui. Où nous nous sommes séparés pour quelques temps et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Et puis voilà. D'accord. Avez-vous déjà eu des soupçons d'infidélité de la part de votre femme? Non, jamais. Merci beaucoup pour votre sincérité. Merci. Je propose qu'on marque une pause pour prendre l'instant motivation de cette émission. Suivez-la, suivez bien cet instant qui est tenu par Ted Ngelemo, notre coach depuis l'Allemagne. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie assez d'énergie positive pour vous booster afin de traverser vos challenges quotidiens. Et rappelez-vous toujours, chaque challenge de votre vie est là pour vous construire et vous faire passer à un autre niveau. Alors les amis, accrochez-vous bien, très fort. Aujourd'hui, on va parler de communication dans un couple. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui ont des difficultés dans le couple parce qu'elles sont incapables de communiquer. Parce qu'on ne peut ne pas communiquer. Et si vous ne communiquez pas bien, il y aura toujours des problèmes. Certes, il y en a des problèmes, mais il y en aura plus. Parce que il est inadmissible que vous êtes en train de parler avec votre partenaire, vous n'êtes pas présent. Parce qu'on mesure
la qualité de la communication en regardant le feedback que la personne avec qui vous êtes en train de parler a donné. Donc, si vous êtes incapable de répondre à une question que votre épouse ou votre époux vous a posée, vous étiez ailleurs, peut-être vous étiez avec le téléphone, comme il y a tellement de choses qui distraient aujourd'hui, on est incapable de se concentrer 5 minutes ou 15 minutes pour quelque chose qui est très important pour notre vie, on est ailleurs. Alors, je vais vous donner aujourd'hui quelques techniques qui vont vous permettre d'améliorer la communication dans votre couple ou avec les enfants ou avec vos partenaires. La première chose à faire, soyez attentif. Soyez présent. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un parle, prenez la peine d'écouter attentivement. Éliminez toutes les distractions. Mettez votre téléphone à côté ou arrêtez tout appareil autour de vous. Concentrez-vous sur le message que la personne est en train de vous donner. Et là, quand vous êtes concentré, ça développe en vous votre capacité de reformulation. Si votre femme vous dit par exemple, oui, hier, je suis allé faire des achats et après, je n'avais pas assez d'argent pour finaliser l'autre achat que tu m'as demandé de faire parce que, et à la fin, elle dit, il ne sait pas comment on va faire. Et vous dites, faire quoi? Ça va pas là. Ça va pas parce que vous n'avez pas compris. Contrairement, si vous étiez présent, vous avez dit, ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu allais faire des achats et tout, et tout, et tout. Bon, au final, c'est pas si grave que ça, on peut remettre ça la prochaine fois. Et votre épouse, hein, elle se sent plus à l'aise, elle se sent plus valorisée, vous voyez. Donc, il est très important d'écouter, de bien reformuler et de donner votre avis. C'est très, très important. La deuxième chose à faire, si vous n'avez pas compris exactement ce que votre partenaire a dit, alors prenez la peine de lui dire « Excuse-moi, je suis désolé, je n'ai pas tout saisi ce que tu disais. Est-ce que tu peux répéter ?» Avec cet air, avec un peu d'amour, vous voyez, parce que pas trop de violence, vous voyez, c'est important d'avoir ce feeling-là, ça facilite un peu les choses et ça donne plus de tonus à la relation. Alors votre épouse va prendre ça et puis elle va répéter et puis vous repartez à la technique numéro 1, écoutez et reformuler. Elle dit ces deux techniques vont vous permettre d'être présent et de mieux gérer les communications, de mieux écouter ce qu'on vous demande en fonction de la situation et de donner votre avis. Mon nom c'est Ted Nguelemo de la série Vie en pleine confiance. Je vous adore, prenez soin de vous et osez vivre la vie qui vous inspire. Ciao ciao pour la prochaine capsule. Dans cette dernière partie d'émission, nous parlons de perspectives avec justement les visions sur vos multiples projets. Monsieur Pouga, en tant que responsable de votre entreprise Pouga Service Salle, comment entrevoyez-vous votre entreprise dans les prochaines années? Comment comptez-vous faire passer votre entreprise de l'état de performance actuel à un état de performance beaucoup plus élevé dans les 2 voire les 3 prochaines années? Alors, pour répondre à votre question, je dirais que il sera question pour nous de dupliquer exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, x3, x4. C'est-à-dire que nous devrons, d'ici 3 ans, avoir au moins 4 sites de production agroalimentaire, parce que voyez-vous, si nous devons produire pour ravitailler Ngaoundéré, il faudrait bien un site de production, peut-être à Bertois, peut-être à Garoua-Boulaye, sur cet axe-là. Bon, je ne vais pas citer le nord ou l'extrême nord parce qu'il fait énormément chaud là-bas et ce n'est pas véritablement propice à ce que nous faisons. Donc d'ici quelques années, avec un appui financier important, nous allons avoir pratiquement 3 fois ou 4 fois ce que nous avons aujourd'hui. Oui, oui. Merci Romaric. J'aimerais quand même poser 2 questions. La première question c'est, Monsieur Pouga, comment est-ce que vous arrivez à vous retrouver dans l'agriculture alors que beaucoup de jeunes de la localité dont vous êtes issus n'aiment pas entendre parler de l'agriculture?
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans ce domaine-là? Ok, ça ressemble un peu à la toute première question de l'émission là. Mais à vous, je vais ajouter quelque chose. Au départ, j'avais bien voulu être avocat. J'avais bien voulu être avocat et aujourd'hui, je comprends bien que pour moi, il avait beaucoup plus été question d'être aux côtés des personnes faibles, de leur apporter un soutien. Et à travers l'agriculture, j'ai compris que je pouvais le faire. C'est pourquoi j'ai créé cette entreprise-là qui encadre des jeunes aujourd'hui et qui offre des formations gratuites. Donc, je me retrouve également en agriculture parce qu'à la base, je suis un entrepreneur, comme je vous l'ai dit. Et un entrepreneur, ça saisit les opportunités. Et les opportunités, il y en avait en agriculture. Ah, d'accord, ok. Je comprends mieux maintenant. Et puis, votre entreprise est financée sur fonds propres? Toute entreprise, à la base, est financée sur fonds propres. Parce que moi, qui vous parle, pour démarrer cette entreprise, j'ai vendu pratiquement tout ce que j'avais. Parce que j'avais besoin d'un peu d'argent. Et maintenant, par la suite, il est nécessaire de pouvoir trouver des financements pour avancer. Sinon, avec une trésorerie qui n'est pas fournie, on ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle on peut ouvrir certains projets, amener des gens à s'investir dans l'agriculture et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et quelle est votre plus grosse crainte? Je n'en ai pas. D'accord, merci. Merci. Alors, la question que j'aimerais poser à vous, M. Pouga, l'entreprise Pouga Service, est-ce que, en dehors de l'agriculture, vous comptez vous étendre sur d'autres domaines d'activité? Oui, il faut le dire. Donc, voyez-vous, j'ai vécu auparavant en Europe, en Asie et dans certains pays en Afrique où j'avais déjà commencé à avoir des projets sur d'autres domaines d'activité. Mais il faut dire que ce n'est pas mis en avant parce que l'agriculture, c'était urgent pour moi. Donc, nous avons commencé déjà par des projets agricoles et après cela, d'ici quelques années, nous allons passer à d'autres projets. D'accord, merci. Et s'il fallait se résumer donc dans cet entretien, pour être un véritable, mais alors un puissant entrepreneur agricole, quelles sont les astuces que vous donnerez à ceux qui souhaitent s'y lancer? Donc, je dirais qu'il faut déjà avoir suffisamment d'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut avoir été généralement un bon employé. OK? Donc, pour avoir travaillé sur la vision de quelqu'un d'autre de façon sincère, il est facile de travailler sur sa propre vision. Maintenant, entrepreneur agricole, il faut savoir également que tant qu'on n'a pas bien maîtrisé la chose soi-même, je le dis encore très bien, je sais de quoi je parle, il sera impossible et très difficile de pouvoir penser à déléguer. Parce qu'il faut déléguer exactement ce qu'on comprend. J'insiste là-dessus. D'accord. Donc, prioritairement, la maîtrise de l'activité et ensuite être sincère vis-à-vis de soi-même et avoir déjà glané un peu d'expérience en amont, en travaillant dans une entreprise et sur un projet pour pouvoir avoir les meilleurs de la gestion. Merci beaucoup. On va sortir de cet entretien par la dernière question justement qui concerne votre chaîne de restaurants. Alors, quels sont les produits que l'on va retrouver dans ce premier restaurant que vous êtes censé ouvrir sur EDA et c'est à partir de quand le lancement? Il faut dire que l'ouverture est prévue pour exactement 1 mois. Donc, dans 1 mois, nous allons lancer, nous allons ouvrir les portes. Et dans ce restaurant, nous allons avoir tout ce que nous produisons. Nous allons avoir du poisson. Et maintenant, le poisson sera fait selon les régions. C'est-à-dire que le restaurant qui a aidé, par exemple, il y aura beaucoup plus du mbongo qui sera fait avec du poisson que nous produisons. Quand on va ouvrir au centre, il y aura par exemple du ndomba. Et voilà exactement comment ça va marcher. Donc, nous allons faire avec l'environnement. Donc, il y a du champignon, il y a du poulet, il y a des ignames, il y a du piment, de la tomate, des légumes. Bref, il y aura presque tout. Oui. Voilà. Et ce sera en service libre, c'est ça? Bon, ça ne sera pas en service libre. Nous allons apporter une innovation parce que vous voyez, quand vous arrivez dans un restaurant aujourd'hui, il y a un temps d'attente considérable. Vous pouvez passer la commande et attendre environ 25 minutes, ce qui est déplaisant pour moi également. Donc, nous avons commandé déjà
une vitrine chauffante et qui va nous permettre de prendre les aliments directement de la marmite pour ces vitrines-là. On va les conserver chauds et quand des clients viendront, ils seront servis à l'instant. D'accord, ce ne sera pas du self-service. Non, ça ne sera pas du self-service parce que, voilà, je tiens aussi à préciser une chose, c'est que dans nos restaurants, tout le monde doit trouver son compte. C'est-à-dire que celui qui voudra une portion de champignons à 1000 francs sera servi, celui qui voudra une portion de poisson, ainsi de suite. Donc, il n'y aura pas un prix standard du plat dans nos restaurants. Avec 1000 francs, on va manger, avec 3000, on va manger. Alors, pour sortir définitivement de cet entretien, je vous donne la possibilité de vous exprimer à 2 catégories de personnes importantes dans vos vies. Premièrement, vous regardez votre caméra et vous vous exprimez d'abord à vos collaborateurs. Dites quelque chose à vos collaborateurs et ensuite je vous dirai la deuxième personne à qui vous adresserez un message fort aujourd'hui. Ok, c'est une opportunité en or que j'ai saisie de pouvoir m'exprimer ce jour, de pouvoir parler à mes collaborateurs que vous êtes, vous qui m'écoutez. Je suis hyper reconnaissant du travail que vous abattez au quotidien pour qu'on avance. C'est vrai que c'est moi qui suis beaucoup mis en avant, mais derrière moi, il y a des gens comme vous. Je suis extrêmement fier de pouvoir travailler avec vous. Donc voilà, continuez dans cette même lancée-là. Vous ne travaillez pas dans un projet dont vous n'avez pas la vision. Vous participez à un projet et personne ne pourra me dire le contraire parce que vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois de plus, merci de participer à ce projet. D'accord. Et ensuite, on sort de cette émission, le meilleur pour la fin. Je l'ai gardé pour la fin. Adressez un message ce soir à votre épouse. Voilà. Ok. C'est un moment assez unique. C'est vrai que j'ai eu cette sensation-là quand on se mariait. Et voilà, Géraldine, bonjour. J'espère que tu vas bien, où que tu sois. Je sais que tu es en train de me suivre. Sache que, à ce jour, tu as fait de moi une personne comblée parce que c'est une énorme chance pour moi d'avoir une épouse comme toi. Donc, voilà, tu le sais, de toute façon, je te le rappelle toujours. Je suis extrêmement comblé. Je suis bien avec toi. S'il fallait choisir une autre femme demain, je pense que le choix serait toujours le même. Pas que je pense, ça sera toujours le même. Donc, merci de partager ma vie. Merci de m'apporter du tien dans mes projets. Merci pour tout. Je te promets de rester avec toi pour toute la vie. Et vous voulez que je vous donne une note? Oui. 9 sur 10. Ah, merci. Merci infiniment Didier Pouga d'être venu à cette émission. Merci Laetitia Tsamo. Merci Mireille Silabine. Merci à toute l'équipe technique chapeautée par Baudouin Talom. Merci également à l'équipe à la jeune équipe que nous formons en ce moment des futurs présentateurs et porteurs d'émissions qui sont venus suivre cette production en direct et voir effectivement comment une émission peut être produite. C'est des gens qui suivent la formation 6 semaines pour créer et rentabiliser sa propre émission télé. Ils sont avec nous en studio. Merci d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité avec le même plaisir et le même désir. À très vite.